Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce magazine que je l'ai lancé en 2016 a fait faillite juste 1 an et demi après. Parce que pour ceux qui se souviennent, ceux qui me suivent ici, ce magazine fait partie d'un de mes anciens business que j'ai lancé ici à Dakar et qui était présent dans différents pays. Et je vais vous expliquer concrètement pourquoi en 2016, juste en 2017, après, j'ai fermé ce magazine. Je vais vous dire les dessous de la faillite de ce business-là. Alors, pour des personnes qui viennent de me découvrir, moi c'est Justin. Je suis entrepreneur et auteur de Vivre et réussir en Afrique. Le but de Vivre et réussir en Afrique, c'est d'inciter la jeunesse africaine à rester ici, à vivre ici, à entreprendre ici et à réussir sur le continent. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup de vidéos et nous animons également des conférences un peu partout dans le monde et en Afrique pour parler de business, d'entrepreneuriat. Donc la prochaine conférence, c'est à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 11 juin, où on parlera de business en ligne, de comment réussir en ligne. Aujourd'hui, j'ai plusieurs business qui fonctionnent grâce à Internet et mon objectif durant cette journée de 11 juin 2022 à Ouagadougou, c'est de vous expliquer comment gagner concrètement de l'argent sur Internet. Après le Burkina, nous allons être du côté de la Côte d'Ivoire pour le sommet de l'indépendance financière, la CIFA, c'est le 8 et le 9 juillet à Abidjan. Là-bas, je serai avec Yann Amon, Amina Habib et le docteur Claudel Noubissier. Ça sera pour le sommet de l'indépendance financière africaine à Abidjan. Je vais refermer cette parenthèse et revenir au sujet principal de la vidéo. Alors, ces magazines que vous êtes en train de voir là, c'est un média que j'avais lancé avant qui s'appelait BTP d'Afrique Média. Alors, c'était BTP d'Afrique Média SARL. C'est une société vraiment que je l'avais lancée parce que j'avais je croyais vraiment que ça allait marcher. Et vraiment, il y avait toutes les raisons pour que ça marche, mais pourquoi ça n'a pas duré dans le temps? Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer un peu l'historique de ce business-là pour que vous compreniez. Moi, en 2016, j'étais un étudiant en architecture. Donc, j'étais en Master 1 de l'architecture. Donc, je connaissais un peu le milieu du domaine. Donc, la plupart des articles qui se trouvent dans ce journal, ce sont des articles que j'ai rédigés ou bien pour quelquefois j'ai payé des journalistes, j'ai un journaliste qui est le rédacteur en chef, mais j'ai des journalistes comme ça que je les engage, ils rédigent, mais derrière c'est moi-même qui corrige parce que je maîtrise un peu le domaine du bâtiment, du BTP. Donc je pouvais facilement rédiger des articles, comprendre le langage même du bâtiment. Donc, c'était quelque chose qui était facile pour moi. Étant encore du domaine facilement, je pouvais connaître les gens. Par exemple, là, je vous ai pris juste un exemple. On a fait une dizaine de numéros. Mais là, je vous prends 2 numéros. Vous allez voir le contenu. C'est un contenu très riche. Parce que, par exemple, sur ce numéro-là que vous êtes en train de voir, c'est le numéro de septembre 2017. Dans ce numéro-là, j'ai eu à réaliser des interviews avec plusieurs ministres. Par exemple, ces ministres-là, Ahmad Mbodou Mahamat, à l'époque c'était le ministre de l'urbanisme du Tchad. J'avais également eu en interview Fernando Jorge qui était le président de l'ordre des architectes de Guinée-Bissau. Si vous entrez un peu dans le journal, vous allez voir à l'intérieur que j'ai fait plusieurs interviews ici avec le président de tous les promoteurs immobiliers du Sénégal. Ici, j'ai fait des interviews avec le ministre des Travaux publics de la Guinée de l'époque. Ici, c'était le PDG. En fait, c'était tellement de grandes personnalités dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Vu que c'était mon domaine, c'était quelque chose que je maîtrisais. Il n'y avait pas mieux qu'un architecte, quelqu'un qui maîtrise ce domaine pour lancer un business de médias, lancer un média, lancer un journal dans ça. Alors ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qu'on appelle, c'était mes forces. C'était les forces que j'avais. Mon problème, c'était que je ne connaissais pas mes faiblesses. En réalité, je ne savais pas que, ok, je pouvais faire un journal comme ça, normalement avec les journalistes, publier un journal de très très bonne qualité. Mais ma faiblesse, c'est qu'à l'époque, je ne savais pas vendre. À l'époque, c'était que, pour moi, quand on disait que tu es chef d'entreprise, tu produis seulement. Je produisais beaucoup. En fait, je faisais même 5000 numéros, 5000 exemplaires par numéro. Chaque numéro, j'avais 5000 exemplaires. Je produisais, ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que produire ces journaux-là n'était pas un problème pour moi. En tout cas, pour mon équipe, ce n'était pas un problème pour nous. Mais
ma vraie faiblesse, qui était d'abord la faiblesse de l'entrepreneur, parce que la faiblesse de l'entreprise, c'est la faiblesse déjà du chef d'entreprise, parce que c'est de lui que le problème va. C'est que je ne savais pas vendre, je ne savais pas comment les circuits, parce que c'était de bonne qualité, tout, mais pour vendre ça, ça exigeait tellement autre chose. Et j'avais réussi à déposer quelques exemplaires par-ci, par-là. Il y avait une agence de distribution de presse. Donc c'est l'agence qui distribue. Moi, c'était là que je connaissais, donc j'allais distribuer là-bas. Et voilà, j'attendais que les gens ils vendent pour moi, ils me ramènent l'argent. C'est tout ce que je faisais. Alors que ça, c'était une faiblesse. Et le problème avec cette faiblesse chez les entrepreneurs, c'est que nous ne connaissons pas. C'est ça, c'est le double niveau de l'ignorance en fait. Si j'étais au courant que si tu ne vendais pas, tu allais échouer, au moins j'allais me former, j'allais faire quelque chose pour augmenter ma capacité à vendre. Mais comme moi-même je ne savais pas, c'était le premier niveau de l'ignorance en fait. Donc inconscient, je ne faisais pas trop d'efforts commerciaux dans la vente. Je ne vendais pas. Et autre chose, c'est que il fallait également chercher des insertions publicitaires parce que le journal, le magazine fonctionne 50% même plus d'insertions publicitaires. Si vous voyez ici, c'était le salon de l'habitat, salon international de l'habitat de Dakar. Là encore, j'ai mal négocié parce que ils ont inséré ici à des prix très bas. En fait, c'était des erreurs de débutants et les erreurs de débutants, je vous dis, à majorité. Ici, par exemple, c'était le forum des infrastructures à Marrakech. J'étais à Marrakech en 2017. Tout ça, franchement, pour vous dire que ne pas connaître le niveau de l'ignorance, ne pas être conscient qu'on ne connaît pas quelque chose, c'est ce qui avait fait en majorité que j'ai fermé ça. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est mes forces et mes faiblesses. Mais quelque part, il y a deux autres choses que je vais vous parler. C'est des opportunités. Les opportunités, ces magazines ont apporté beaucoup d'opportunités que malheureusement, je n'ai pas pu saisir. Vous vous rendez compte que lorsqu'on connaît autant de ministres, lorsqu'on fait des interviews avec la plupart des décideurs, ainsi de suite, c'est des opportunités qui sont là. Mais je n'avais pas su saisir ces opportunités-là. Et au contraire, je me faisais face à des menaces. Les menaces pour ce journal, et d'ailleurs c'est les menaces parce que mes faiblesses associées aux menaces, c'est ce qui ont fait la faillite. C'est-à-dire que les menaces, c'est quoi? Je vais vous citer deux menaces. Deux menaces, en fait, des menaces, j'étais menacé par ces deux choses-là jusqu'à causer ma faillite. La première menace, c'était au niveau des paiements. Je vais, par exemple, quand vous prenez, je vais vous prendre un numéro comme ça au hasard. Vous voyez que j'avais des insertions de Socosim, ainsi de suite. Socosim, c'est des grandes entreprises. C'est la plupart voilà, c'est des grosses entreprises. Il y avait même l'État qui faisait ces insertions ici. Mais la menace, quand vous avez des clients, des gros clients, les gros clients, ils ne vous payent pas cash. Ils ne vous payent pas tout de suite. Les gros clients, par exemple, l'État du Sénégal, les entreprises comme Socosim, Dangote, ainsi de suite, ils vont vous donner un bon de commande. Ils vont valider le fait que nous sommes d'accord, ainsi de suite. Mais pour vous payer, c'est tout un tas de problèmes. Ils vous envoient le visuel, vous faites des publicités pour eux, tout est nickel. Ils sont d'accord. Par exemple, j'ai des gros clients ici. Sauf qu'on dit que, ok, on va te payer 3 mois après. Certains ils disent 1 mois plus tard, d'autres 3 mois, d'autres ils disent 1 mois, mais quand tu vois pour qu'ils te payent, ça va faire 6 mois. Certains, jusqu'à aujourd'hui, à la fermeture de ce business, ils ne m'ont pas encore payé. Pour vous dire, moi je n'avais pas compris. J'avais beaucoup d'argent qui était dehors. Et pour les faire entrer, moi je ne savais pas comment faire en sorte de gagner l'argent rapidement. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est l'État qui fonctionne comme ça. L'État, c'est un mauvais payeur. L'État va te traîner comme ça. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, cette première menace de retard de paiement, le retard de paiement échelonné sur 2 mois, tu es un chef d'entreprise, tu dois faire fonctionner le business. Il y a ces charges-là qui sont des charges fixes. Que tu le veux ou pas, quand la période arrive, il faut payer. Je vous prends par exemple le cas de tout ce qui est TVA. La TVA, par exemple, une société vient faire une insertion publicitaire de 1 million. 1 million,
comme ça compte pour le mois de juin, toi, tu dois aller faire la déclaration de TVA. Déjà, que tu n'as pas encore reçu. Tu n'as pas encore reçu cette somme-là, mais tu vas déjà faire la déclaration et payer les 18% sur ton argent pendant que toi, tu n'as pas encore reçu tes paiements. Et tu es obligé de chercher de gauche à droite, aller payer l'État pour un fournisseur ou bien pour un client qui ne t'a pas encore payé de l'argent. Mais c'était ces genres de menaces-là. Tu étais face aux menaces que tu ne pouvais pas recevoir très tôt ton argent, mais toi tu te voyais dans l'obligation pour ne pas être en porte-à-faux avec l'administration fiscale, tu étais obligé de prendre ton argent et de payer. Voilà un peu ces genres de choses qui ont fait chuter mon business. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous également, beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, sont des entrepreneurs qui ont lancé des business qui ont échoué et qui ont relancé jusqu'à trouver des bonnes formules. Donc, j'aimerais que vous me dites, vous également, dans la barre de commentaires, est-ce que vous également, vous avez fait face à une faillite de votre entreprise? Et si vous avez fait faillite, qu'est-ce qui a été à l'origine de votre faillite? Dites tout ça en commentaire, ça va permettre également à d'autres de tirer des leçons sur vos faillites. Là, c'était moi sur un de mes business, mais j'ai beaucoup d'autres business qui ont fait faillite et ce n'est pas forcément les deux raisons que je viens de vous donner. Il y a beaucoup d'autres raisons. Mais moi, c'était vraiment des paiements, des retards de paiement, la fiscalité. Tu étais en porte-à-faux avec la fiscalité. Donc, vis-à-vis des domaines impôts, tu devais beaucoup au fisc pendant que tu ne vendais pas assez. Voilà, ce n'était pas vraiment produire. Sinon, je produisais bien, mais pour faire fonctionner, c'est tout un autre problème. Tu peux être intelligent, tu peux avoir de bonnes idées, tu peux savoir ton travail, mais derrière, pour faire fonctionner une entreprise, c'est d'autres aspects qui entrent en jeu. Voilà, je vous laisse vous également me dire dans la barre de commentaires votre expérience. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.